Je m'appelle Alexandre Pelletier, je suis le directeur associé du service d'urologie de l'hôpital universitaire de Bruxelles à Bordeaux et je suis le chef de clinique de la clinique du cancer de la prostate. Et donc c'est mon domaine de prédilection effectivement et de spécialisation. Alors l'Institut Jules Bordet a depuis son tout début considéré la prise en charge globale des patients et de la maladie qui les affecte, et on travaille depuis toujours en multidisciplinarité, et donc il s'agit d'un centre intégré du cancer au sens propre du terme, et donc nous travaillons en étroite synergie avec les différents acteurs qui s'occupent de l'organe, que ce soit les radiologues bien sûr au départ pour le diagnostic avec la résonance, mais aussi les nucléaristes, les radiothérapeutes, les oncologues, les chirurgiens. Les biopsies de prostate pendant très longtemps ont fait l'objet d'examens par échantillonnage, qui était un examen nettement insuffisant. Et heureusement, la résonance est venue révolutionner l'imagerie de la prostate avec une caractérisation beaucoup plus précise de la prostate au point de vue imagerie, mais également au point de vue métabolique, et avec les possibilités de définir un degré de suspicion dans les images de perturbation de la prostate, avec une indication de biopsie quand cette suspicion augmente avec ce fameux score PI-RADS. Les biopsies sous résonance sont difficilement praticables en clinique courante puisque le champ magnétique est incompatible avec les aiguilles métalliques et sauf équipement très spécialisé, les biopsies in-bore, qui reste l'idéal, ne sont pas réalisables et on a recours à des systèmes de fusion d'images de façon à pouvoir bénéficier tout à la fois de la qualité de précision de la résonance et des biopsies que l'on peut à ce moment-là cibler grâce à des logiciels de fusion d'images en pratique courante sous échographie en clinique ambulatoire. Alors l'évolution de l'attitude diagnostique nous conduit maintenant de façon, selon les guidelines, de réaliser ces biopsies ciblées d'office avec une résonance préalable. Et donc même les urologues qui ont une grande habitude des biopsies classiques sous échographie doivent se mettre en accord avec ces recommandations et bénéficier d'un système de fusion d'images. À l'Institut Bordet, on travaille depuis plus de 15 ans avec la société Coelis qui a développé un logiciel de fusion d'images pour à la fois profiter de la qualité et de l'expertise de la résonance et de pouvoir réaliser de façon pratique clinique les biopsies avec notre environnement habituel d'échographie en clinique ambulatoire. Alors très tôt à l'Institut, nous sommes impliqués dans l'importance de ces biopsies précises et nous travaillons depuis plus de 15 ans avec la société Coelis qui est une société grenobloise qui a développé un système de fusion d'images avec un logiciel qui permet tout à la fois de fusionner avec une fusion élastique qui est beaucoup plus précise que la fusion rigide précédemment employée et qui reste toujours employée dans certains systèmes et d'autres organes. Cette fusion élastique permettant de vraiment matcher les contours et le volume de la prostate sur l'image IRM que l'on a importée avec la prostate que l'on enregistre par échographie en 3 dimensions au moment de l'examen. On sait que la prostate est un organe qui est assez mobile et déformable, et qui peut varier un petit peu d'une fois à l'autre. Et donc l'importance d'avoir un match très précis, ce qu'on appelle la fusion élastique, qui n'est pas faite uniquement sur 3 points repères pour développer un volume statistique, mais bien sur des contourages, une délinéation de plusieurs
axe de la prostate et qui permettent vraiment une infinité de points de fusion et de ce fait de faire une fusion beaucoup plus précise avec une précision, et ça a été vérifié par des études sur fantômes, dans le ciblage avec une précision de moins de 2 mm, alors que les fusions rigides, on est facilement à 1 cm d'écart. Et la société Coelis a développé un deuxième aspect et qui a un avantage crucial, c'est un système qu'on appelle de navigation dans l'organe, le OBT, Organ Based Tracking, qui est vraiment propre à Coelis et qui n'existe dans nulle autre société de fusion d'images et qui permet de vraiment vérifier la position exacte de l'aiguille lors de la biopsie dans la prostate. La plupart des systèmes sont basés sur la direction de la sonde avec une reconnaissance électromagnétique d'une petite sonde, et donc il y a une mire qui permet de diriger sa biopsie sur la cible, et donc le ciblage est fait par rapport à la sonde elle-même et non pas par rapport à l'organe. Or on sait que lorsqu'on appuie sur la prostate, ça déforme la prostate. Lors de la biopsie, il peut y avoir une réaction du patient qui peut bouger un petit peu. Il y a la déflexion de l'aiguille qui peut se faire selon la profondeur de la prostate et la distance de la cible. Et donc ce système de suivi et de navigation dans l'organe permet de s'assurer, une fois que la biopsie est faite selon cette mire de guidage, que même si la prostate a bougé ou s'est déformée un petit peu, on fait une acquisition supplémentaire d'images, l'aiguille en place dans la cible, pour s'assurer que ce volume, même en cas de petits mouvements ou de déformation, n'altère pas la direction, parce qu'on enregistre la position réelle de l'aiguille dans la cible. On apprend soi-même à mieux diriger ses biopsies. J'ai personnellement même changé ma technique dans certains angles où on croit toujours qu'on fait très bien de façon cognitive, avec une vision dans l'espace, mais nous sommes très inégaux dans la vision de l'espace par rapport à un organe en plus qui est situé d'une façon un peu alambiquée. Et donc en voyant vraiment la position réelle de l'aiguille, j'ai, en particulier pour les biopsies apicales, vraiment changé mon orientation grâce à ce contrôle de qualité, de visualisation de ce qu'on faisait. Voilà pourquoi ça reste pour moi le système le plus abouti et le plus performant en précision. Alors c'est vrai que le système d'échographie, bon, c'est un échographe ambulatoire classique, avec selon les sondes dont on dispose, des biopsies transrectales bien sûr, qu'elles se fassent avec une sonde Enfire à 120 degrés, les biopsies transpérinéales qui sont actuellement recommandées avec un support, et bien sûr on peut aussi avoir une sonde abdominale qui permet d'élargir l'usage et l'utilisation de la station, qui est un échographe en soi, bien sûr, tant pour la consultation de ses suivis que pour ses diagnostics, mais y compris aussi pour les reins et autres examens de consultation banale en urologie, bien sûr. De plus, le système évolue en possibilité de fusion d'images pour des traitements focaux, et donc c'est un système très évolutif qui peut être utilisé en consultation classique, en session de biopsie dirigée avec les biopsies ciblées, quelle que soit la voie d'abord, transrectale ou transpérinéale, et également un traitement focal qui est en train de se développer de plus en plus et qui vient dans ces découvertes de plus en plus précoces de petites lésions qui pourraient faire l'objet de ce type de traitement. À titre personnel, j'avais déjà plusieurs centaines, voire milliers de biopsies à mon actif avant de passer au système Coelis, et j'étais persuadé de faire bien, comme tout le monde,
Mais on s'aperçoit avec cette cartographie que l'on obtient par le système et par ce système également de navigation dans l'organe, on peut vraiment vérifier le contrôle de qualité de ces biopsies et corriger le tir, si je puis dire, de façon à s'assurer du bon ciblage. Et je m'aperçois au début de l'expérience, et c'est d'ailleurs vérifié par étude, qu'on modifie sa technique, en particulier pour certaines localisations de lésions apicales ou antérieures, voire dans des bases de grosses prostates, que ça change vraiment de voir la position réelle de l'aiguille dans l'organe. Donc même les urologues expérimentés ont un bénéfice certain à passer à ce système de fusion d'images. On évolue de plus en plus effectivement vers une notion de traitement minimalement invasif. Le minimal invasif, c'est un concept qui existe depuis longtemps et qui a été développé largement dans d'autres organes, avec dans la prostate un retard de facilement 20 ans, dû probablement à la position de l'organe, à sa nature un petit peu hétérogène et au déficit en précision d'image. Donc tout ça évolue très rapidement et c'est vraiment un paradigme évolutif puisque avant il était absolument sacrilège de penser à un traitement partiel de la prostate. C'était toujours la prostate radicale ou la radiothérapie radicale. De plus en plus on se dirige vers des traitements focalisés, avec depuis plus de 20 ans maintenant les traitements par des ultrasons de haute énergie, le HIFU, ou la cryothérapie qui revient en force depuis les dernières années, mais grâce au progrès justement de ce système de fusion d'images et de précision dans la localisation des lésions par la résonance. Entre les deux extrêmes de la surveillance active pour les cancers à faible risque d'évolution et les cancers agressifs qui font toujours l'objet d'un traitement radical, il y a toute une zone grise où il y a un espace pour ce traitement dit focal, parce que l'on sait que dès que l'on passe à un ISUP2 ou qu'il y a un contingent de cellules plus agressives, le risque d'évolution existe, avec un risque supplémentaire de métastase ou de survie spécifique. Et on hésite à maintenir ces patients en surveillance active. Et donc, le principe de pouvoir traiter cette lésion qui apparaît, ce qu'on appelle la lésion index, qui représente a priori la lésion la plus active, la plus menaçante, et si on a les moyens de l'annihiler par un traitement ablatif conservateur, sans bousculer le reste de la prostate et altérer la qualité de vie et les activités fonctionnelles de type sexuel et mictionnel, ça rassure un petit peu plus à la fois la prise en charge du patient et le patient lui-même, avec le concept soit de destruction de cette lésion focale et de débarrasser de la tumeur, mais au moins, et c'est plus ma philosophie, c'est de détruire le noyau de la tumeur la plus active pour se retrouver dans une situation à nouveau de surveillance active, parce qu'on perdra on poursuivra une surveillance ad vitam chez le patient de toutes les façons, en détruisant l'aspect le plus menaçant pour vraiment retourner dans les conditions de surveillance active. Ce que j'appelle, dans mon jargon à moi, la supra-surveillance active, où on ne reste pas observé, mais où on agit sur le noyau, sur la lésion index, et on poursuit bien sûr une surveillance active en parallèle. Bien sûr, ces développements de possibilités de traitement ablatif restent dans des cadres de protocole bien conduits, prospectifs. Ce n'est pas encore en application clinique. Et d'ailleurs, les dernières recommandations européennes stipulent bien que les traitements focaux doivent être conduits soit dans des registres, soit dans des études contrôlées, bien systématiques et enregistrées. Mais voilà, c'est le développement et l'avenir nous semble très prometteur de ce côté. Alors depuis 2 ans,
les recommandations internationales indiquent de passer à la voie transpérinéale plutôt que transrectale pour les biopsies. Et donc c'est un système qui est très adaptatif parce qu'il existe depuis le départ de sa conception avec la possibilité de biopsie transpérinéale, parce que ça avait été développé également pour les traitements ablatifs qui se font par voie transpérinéale souvent. Et donc les motivations de ce passage de recommandation à des biopsies transpérinéales plutôt que transrectales étaient d'éviter effectivement la voie transrectale qui présente plus de risques d'infection, comme vous le savez, et surtout maintenant, même si la différence n'est pas aussi drastique que cela, sauf dans certaines régions, c'était surtout par l'usage des antibiotiques systématiques qui induisaient des résistances, avec des bassins de résistants dans certaines régions qui étaient rédhibitoires, en particulier avec les quinolones. Et donc, la recommandation de passer par une voie qui évite les antibiotiques est devenue une indication première. En passant sur la voie transpérinéale, on a poursuivi l'approche ambulatoire avec les anesthésies locales, qui sont certainement un petit peu plus laborieuses au sens technique du terme, mais qui restent très efficaces et qui permettent de prendre en charge ces patients de façon purement ambulatoire. Alors, l'avantage du transpérinéal, c'est que le risque d'infection, bien sûr, on l'a dit, était réduit de façon très minime, que ça évite l'usage d'antibiotiques et le risque de développement de résistance ultérieure. On a un support qui permet de vraiment orienter de façon très fiable et très stable la direction de ces biopsies, et donc qui permettent vraiment de faciliter le ciblage, ça c'est certain. Ça présente un avantage aussi par rapport aux lésions antérieures de la prostate, ça a été déjà démontré depuis longtemps, puisque au lieu d'aborder la prostate par la voie opposée pour les lésions antérieures, on les aborde de façon frontale, et donc on a une couverture meilleure pour ces localisations, qui restent malgré tout minoritaires. Mais bon, c'est surtout le confort pour l'examinateur de la stabilité du support pour ces biopsies dirigées. Dans l'usage courant, bien sûr, pour les biopsies de prostate, certains centres recourent à une anesthésie générale ou une sédation, en particulier pour la voie transpérinéale, parce que l'anesthésie locale est quelquefois un petit peu plus fastidieuse, un peu plus compliquée que le bloc transrectal. Toutefois, nous avons développé la technique de biopsie sous anesthésie locale depuis des années, et de passer à un régime de sédation qui est beaucoup plus lourd, avec une hospitalisation de jour, avec des visites chez l'anesthésiste auparavant, etc., nous semblait un peu rédhibitoire. Et donc, on a poursuivi sous régime ambulatoire ces biopsies sous anesthésie locale. Et donc, les biopsies transpérinéales se pratiquent tout à fait de façon facile, finalement, sous anesthésie locale également. Le système Coeli, c'est un système très, très complet, en fait. Donc, c'est vrai que, comme il présente, et il est unique dans le marché par rapport à cela, dans ces dispositifs de fusion d'images, il associe la fusion élastique qui a montré une précision millimétrique dans le ciblage des lésions dans la prostate, mais également cette navigation dans l'organe qui permet d'être encore plus fiable par rapport à la position réelle de la biopsie dans un organe qui reste mobile, déformable et qui est sujet au mouvement du patient. Et de plus, ça inscrit directement les trajets des biopsies dans la cartographie de la prostate. Ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage, la learning curve, pour un neurologue lambda qui n'a pas une expérience de fusion d'images, c'est entre 20 séances, la plupart du temps, 20 biopsies. C'est très court par rapport au reste, et on estime même sur un plan général que 50 biopsies suffisent pour être déjà tout à fait autonome et fiable dans ses précisions dans la biopsie dirigée.
De plus, comme Koelis présente une technologie évolutive, c'est vrai qu'on est parti du système de fusion d'images pour le diagnostic et les biopsies. Mais bon, une fois que l'on est capable de s'assurer de la position exacte de l'aiguille dans une lésion cible, qu'on appelle lésion index pour le traitement éventuel, l'étape suivante était naturellement de se dire pourquoi pas détruire cette lésion directement avec ce même système de précision d'image, avec un dispositif qui délivre une énergie destructrice localement. On envisage même dans un futur proche, avec un diagnostic qui pourrait être immédiat avec un PCR en extemporané, que si les biopsies sont positives, de pouvoir dans la même séance détruire directement et donc éviter ces attentes anxiogènes pour le patient entre les résultats de ces analyses, la programmation d'un traitement éventuel, la disponibilité du quartier opératoire, tout ça étant avec un dispositif extrêmement léger, puisque c'est un échographe avec une machine, avec un générateur qui délivre cette énergie, quasi en ambulatoire. Donc c'est des perspectives d'intérêt pour le patient de plus en plus conservatrices.